Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invité aujourd'hui, Claude Goasguen. Bonjour, vous êtes député de Paris, maire du 16e arrondissement et ancien ministre. Alors, on vous classe du côté de l'aile dure de l'UMP et cette semaine, vous avez créé la polémique avec des propositions qui ont semé le trouble même dans votre propre camp. Dans un pré-rapport dont vous êtes rapporteur, vous lancez des pistes visant à limiter au maximum les cas de double nationalité. Alors, l'une d'elles a provoqué une levée de boucliers, que les Français nés à l'étranger ou de parents qui sont nés à l'étranger choisissent entre la nationalité française et la nationalité étrangère. Alors mercredi, vous avez fait marche arrière sur cette proposition. Aviez-vous vraiment l'intention d'interdire la binationalité, puisque c'est ce qui est écrit visiblement dans le rapport? C'est pas un pré-rapport, c'est un document de travail qui a fuité dans Libération, envoyé par un de mes collègues probablement de l'opposition. C'est le jeu, ça a permis au moins de populariser ce rapport, qui est un rapport complexe, difficile. C'est pas Bibi Fricotin. Le rapport en question, c'est du droit international privé, c'est-à-dire un sujet que les gens connaissent assez peu. Alors, quelle est la proposition que je fais? La proposition, c'est de dire simplement, pour le moment, la binationalité, ça n'existe pas en droit français. Personne n'est binational en France, car il n'y a pas de document obligatoire. Il y a une espèce de vide juridique. Il y a un vide juridique complet. Il y a quelqu'un qui a une nationalité, et quand vous allez à l'acte d'état civil, vous n'êtes pas obligé de déclarer votre autre nationalité. Ça ne veut pas dire l'enlever, ça veut dire déjà le savoir. Parce que, alors, du coup... Mais pourquoi ça pose un problème d'être binational? Je vais vous le dire. Ça veut dire, quand on parle peut-être tout ce qu'on a raconté sur le nombre des binationaux, me fait sourire. Madame Joly, magistrat, qui nous dit qu'il y a des millions de binationaux. Et comment elle le sait, Madame Joly? Magistrat. Madame Le Pen, 5 millions de binationaux algériens. Et comment c'est, Madame Le Pen? Il n'y a pas un document. L'acte d'état civil n'est pas obligatoire. C'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'on modifie l'article 35. Donc, le recenser... D'abord le recenser, après on cause. Oui, et pour quel objectif? Alors, pour quel objectif? Parce que c'est un problème qui va se poser dans les années qui viennent. La mondialisation n'est pas adaptée au droit de la nationalité. Le droit de la nationalité, c'est un truc d'hexagone, comme tous les pays. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements. Et c'est très bien. La question n'est pas de supprimer la nationalité, c'est d'expliquer que la nationalité doit avoir une autre consistance. Ça ne veut pas dire supprimer la binationalité. Ça veut dire poser des questions qui se posent tous les jours désormais. 1, les divorces. 2, les adoptions. 3, la garde des enfants. 4, les sociétés commerciales. La jurisprudence internationale, qui est quand même un phénomène complexe que les Français ne connaissent pas, mais ce n'est pas très grave, a inventé une notion qui s'appelle la nationalité effective et efficiente. C'est-à-dire qu'elle a été cherchée dans le droit, lorsqu'il y a des conflits de nationalité, quelle est la vraie nationalité? Alors, ça veut dire qu'il faudra faire quelque chose un jour. Alors, vous me parlez droit, mais on peut aussi parler philosophie de ce projet. Dans le fond, non mais vous êtes binational, vous avez une origine, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est pas choisir, ce n'est pas perdre ou renoncer à une partie de soi-même? Alors, d'abord, il faut bien savoir que tous les pays sont en train de faire cette démarche. Tous. L'Allemagne en particulier, à côté, qui demande pour les Turcs la binationalité, à quelques exceptions près, pour rassurer tous ceux qui, dans 10 ans, seraient inquiets. C'est-à-dire, dans les pays d'allégeance perpétuelle, c'est-à-dire Maroc, États-Unis, etc., vous ne pouvez pas abandonner votre nationalité, donc vous la gardez. 2, lorsqu'il y a des intérêts patrimoniaux, à ce moment-là, vous gardez la binationalité, parce qu'il ne s'agit pas de ruiner les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, avec leur goût traditionnel, et notamment les hommes politiques, parce que les hommes politiques ne lisent pas les rapports, ils lisent les dépêches. Ce serait bien qu'ils lisent les rapports de temps en temps, mais ils n'ont pas le temps. Alors ils disent n'importe quoi. J'ai entendu Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, considérer que le sujet n'avait pas de valeur, était tout à fait inopportun. Je sais que M. Villepin s'occupe surtout de procédure pénale en ce moment, mais quand même, le droit international privé, c'est pas rien. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est pas Bibi Fricotin. Et les hommes politiques ont l'habitude de parler comme Bibi Fricotin. Donc, en quoi la double nationalité limite le sentiment d'appartenance? Est-ce que la question que vous posez, dans le fond, c'est l'attachement à la France, l'attachement à la notion française? Exactement. C'est le sens du rapport. D'ailleurs, ce rapport s'appelle « Vive la nation », point d'interrogation. Oui, ça fait pas un peu nationaliste, repli sur soi? Je m'en fous complètement, moi. Donc, en me traite de nationaliste, je n'ai pas honte d'être français. J'en ai marre de cette repentance où on me dit que finalement, c'est presque un inconvénient d'être français. La France est un beau pays. La France, vous voulez qu'on adhère à des valeurs? Je veux qu'on adhère aux valeurs de la nation. Mais c'est quoi? Les valeurs de la nation, ça signifie la langue française, ça signifie l'éducation nationale, ça signifie l'histoire nationale, ça signifie des manifestations nationales qui existaient. Ça veut dire qu'il faut connaître l'histoire? Bien sûr qu'il faut connaître l'histoire, c'est un minimum. Enfin, écoutez, mais ça change quoi dans la vie naturalisation, de tous les jours, mais bien sûr ça change tout.
Ça change que c'est plus facile, quand on connaît l'histoire d'un pays, de s'y adapter. Quand on fait une naturalisation qui se borne en réalité à faire des démarches administratives, qui, entre parenthèses, cassent les pieds à tout le monde, ce qui fait qu'on a une vision de la France qui est un peu particulière quand on veut être naturalisé. On fait 130 000 naturalisations. Eh bien, moi, je vous dis, d'abord, c'est trop. Deux, ce sont des naturalisations administratives. La naturalisation n'est pas un acte administratif automatique. La naturalisation, c'est une adhésion à des valeurs. Donc, par quoi, d'après vous, aujourd'hui, il faudrait... on naturaliserait aujourd'hui, selon vous, sur quels critères? Critères comme tous les pays européens, c'est-à-dire un critère d'examen et pas une espèce de discussion qui d'ailleurs n'a pas lieu. Il faut passer un examen. Oui, sur la langue française, sur la culture française, sur les valeurs françaises. Un vrai examen, comme le recommande d'ailleurs la communauté européenne. Nous sommes les seuls à faire de ce truc une suite de bureaux dans les préfectures. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas du tout la signification de la nation. Ensuite, vous savez, avant, il y avait le service militaire qui était une vraie adhésion à la nation. Ça a disparu. Il y a le service civique. Il faut promouvoir le service civique. Ben ça, il faut vous adresser à Jacques Chirac qui a retiré le Non, mais le service militaire était fini sur le plan militaire. Ouais. C'est pas ce que je veux dire. C'est que le service militaire était le moment où là, on adhérait à une nation parce qu'on la servait. Mais le service civique de Martin Hirsch, nous le développons dans le rapport. Mais est-ce que c'est pas quand même de vieilles idées un peu racornies sur l'idée... Non, mais vous me parlez de mondialisation. Non, vous me parlez de mondialisation où dans le fond, aujourd'hui, tout le monde se mélange. Les enfants... Tout le monde se mélange. Non, mais les enfants vont, les étudiants vont avec Erasmus en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand ils vivent en France... Donc, il faut avoir le tampon français sur le front. Non, mais pourquoi pas d'ailleurs. Peut-être pas le tampon français, mais au moins prendre la Marseillaise, par exemple, ce qui devient maintenant un acte complètement rétrograde. Pas seulement pour les immigrés, mais pour tout le monde. Les Américains font l'appel au drapeau tous les jours. Que je sache, les Américains, c'est un melting pot. Pourquoi les Américains sont-ils une nation? Parce qu'ils répètent en permanence l'adhésion aux valeurs américaines. Pourquoi la France ne le fait pas? Est-ce qu'il y a une nationalité visée aujourd'hui? Aucune. C'est pour toutes, oui. Ben bien sûr. Vous savez, vous avez des tas de gens qui sont inquiets parce que certains sont suisses et binationaux, ils n'ont pas envie d'en parler, d'autres parce qu'ils sont algériens et qui votent en Algérie. On ne sait pas en réalité quel est l'état de la binationalité. On ne connaît pas la binationalité. Ça n'existe pas sur le plan juridique. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tous les épisodes précédents, débat sur l'identité nationale, c'est un vrai problème, discours de Grenoble, débat sur la laïcité, l'islam. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une certaine logique qui est... Bien sûr. Une forme de nationalisme, de repli sur soi, comme on le voit en Europe. Non, pas de repli, ça me fait rigoler. Ça, c'est Valls qui dit ça, me fait rigoler. Oui, tiens. Mais est-ce que vous n'êtes pas là en train de courir après les idées du Front National? Est-ce que ce n'est pas un objectif électoral? Écoutez, arrêtez de me parler des idées du Front National, parce que le Front National n'a pas d'idée. C'est une idée de Marine Le Pen. Mais non, pas du tout. Quand elle envoie J'ai fait ma thèse de doctorat sur la nationalité il y a à peu près 30 ans. Non, mais elle envoie il y a quelques jours une lettre aux députés. Alors, parce que Marine Le Pen envoie une lettre aux députés, il y a des sujets dont on ne peut plus parler. Mais si demain, elle parle de, je sais pas moi, de la contraception, il ne faudra plus parler de la contraception. Si demain elle parle de la pluie et du beau temps, on ne parle plus de la pluie et du beau temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Vous êtes Il n'y a pas des sujets qui sont interdits parce que Mme Le Pen en parle. Enfin, c'est incroyable ce complexe. Vous êtes... Mme Le Pen n'est pas propriétaire de la nationalité. Je suis désolé, je suis autant français qu'elle. Que vous disent vos administrés puisque vous dirigez une grande mairie parisienne, vous êtes député, qu'est-ce que vous entendez après votre proposition? Qu'est-ce que les gens vous disent? En tout cas, que cette proposition, ils n'y pensaient pas. Parce que personne, en réalité, ne se posait une question qui est en train de se poser dans le monde entier. Les Français ont l'art de ne pas poser des questions embarrassantes. C'est comme ça qu'on a pris du retard sur l'immigration. Alors, il y a un débat. Il y en a certains qui disent, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des binationaux. Il y a certains qui ne savaient même pas qu'il y avait des binationaux. D'autres qui disent, mais c'est scandaleux, c'est un esprit régressif, rabougri. Comment vous pouvez imaginer? Comme si on remettait en cause les autres cultures. Moi qui suis breton et qui souffre de la domination française depuis 3 siècles. Et bien justement, vous êtes breton et vous vivez à Paris. Mais si on vous demandait de choisir entre la Bretagne, entre Brest et Paris, est-ce que le choix ne serait pas difficile? Non, mais attendez, mais c'est pas pareil. L'Algérie et la France, le Maroc et la France, c'est pas pareil que la Bretagne et la France. Moi, je ne suis rien contre les Algériens et les Marocains, mais c'est tout à fait normal qu'un Marocain, quand il veut être naturalisé français, accepte les valeurs de la France. Sinon, il ne demande pas la naturalisation. Alors, nous allons écouter Michel Vivorca, que nous sommes allés interviewer, qui est sociologue, et il va vous poser une question. Oui. Cette proposition, ou même retirée ou réduite, nous met sur une ligne de pente qui est dangereuse sur plusieurs registres. Elle est d'abord dangereuse, j'ai envie de dire, éthiquement ou moralement. Elle est dangereuse ensuite politiquement. Et enfin, elle pourrait même aboutir à des aberrations.
Alors, elle est dangereuse éthiquement et moralement, parce qu'évidemment, elle porte la marque du nationalisme xénophobe, d'une France repliée sur elle-même, d'une France chauvine. Enfin bref, elle indique une dérive vers les thèses du Front National. C'est effectivement une des tendances fortes du pouvoir actuel. Monsieur Goasguen, avez-vous pensé au cas de ces si nombreuses personnes qui épousent un étranger ou une étrangère, qui ont un enfant avec cet étranger et cette étrangère, ce qui est, sauf erreur, le cas de notre chef d'État, enfant qui donc, si on pousse votre logique à son point extrême, enfant qui serait sommé à un moment ou à un autre de choisir entre la nationalité française et une autre nationalité. Que direz-vous à M. Sarkozy s'il vous pose la question ? Alors, voilà, par exemple, Carla Bruni qui est binationale, moi, je dirais italienne et que française. vraiment les sociologues ont des connaissances juridiques très insuffisantes. Parce que le problème de l'enfant de Mme Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy, la question ne se pose pas. Il a la double nationalité. Nous n'avons jamais demandé la suppression de la double nationalité. Non, mais si vous demandez de choisir, c'est qu'il y aura on ne demande pas de choisir. On demande simplement de le déclarer. On ne demande pas de choisir. Alors pourquoi dans la proposition 19 de votre... mariage et la naturalisation, c'est pas la naissance. Exiger des personnes qui, nées en France de parents étrangers, nées à l'étranger, ont deux nationalités ou plus et qui souhaitent devenir françaises, qu'elles choisissent entre la nationalité française sollicitée et leur nationalité. Mais elle n'est pas dans le rapport, cette proposition. Mais c'est écrit dans le rapport. Mais pas dans le rapport définitif qui a été voté hier par la mission nationaliste. Mais je retire rien du tout. Actuellement, pour juger de la binationalité, encore faut-il que je la connaisse. Car M. Vievorka, qui est sûrement un très bon sociologue et qui ne connaît pas le droit, mais je ne lui en veux pas, ne sait pas qu'actuellement la binationalité n'est pas une situation juridique. Alors sur les concepts moraux de M. Vievorka concernant le Front National, je rigole tout doucement, parce que je n'ai pas attendu le Front National pour m'occuper de la nationalité. J'ai fait une thèse de doctorat d'État il y a 40 ans ou 30 ans, et c'est pas M. Vievorka qui va me donner des leçons sur le droit de la nationalité. Je m'amuse. Que les sociologues s'occupent de sociologie, mais pas de leçons de morale. Le droit, c'est pas Bibi Fricotin. D'accord ? Alors, on va parler peut-être de Nicolas Sarkozy qui patine un peu dans les sondages, qui n'arrive pas, c'est moins qu'on puisse dire. Dans le fond, à remonter la pente, malgré l'affaire DSK dont il n'a pas tiré visiblement profit, alors qu'il avait dit lui-même que la gauche avait perdu d'ores et déjà la bataille de la morale. Comment expliquez-vous qu'il patine dans les sondages ? Est-ce que ça veut dire que le rejet de Nicolas Sarkozy aujourd'hui est fort et ancré et sérieux ? Ça veut dire que nous souffrons terriblement, en réalité, d'être au gouvernement et au pouvoir. Et qu'en réalité, dans toute l'Europe, se manifestent des phénomènes qui sont les indignés, etc., où visiblement ceux qui sont en place ne sont pas véritablement non plus dans une bonne situation, voire Angela Merkel. Simplement, ce que je note, c'est que le Front National, qui représente quand même le populisme, c'est-à-dire une vision de la démocratie qui est tout à fait contraire à ce que nous souhaitons, stagne, voire même diminue. Après, Nicolas Sarkozy doit maintenant limiter les tentatives de candidature à droite ou au centre. Oui. Il est clair qu'il faut s'entendre avec Borloo, il faut s'entendre avec des tas de gens. Ça veut dire quoi s'entendre ? Est-ce qu'il ne se présente pas, Jean-Louis Borloo ? Moi, je souhaite que Jean-Louis Borloo parle parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'idées et je me sens très proche de lui. Mais très franchement, s'il y a plusieurs candidats à droite et au centre... Mais il faut qu'il y aille ou pas ? Je crois qu'il faut pas qu'il y aille jusqu'au bout. Il faut qu'il organise la campagne, il faut qu'il soit là, qu'il soit présent avec ses idées. Mais franchement, on ne peut pas se permettre... Ça paraît un peu tard maintenant. Non, puisqu'il a dit de toute façon qu'il prendrait sa décision parce qu'il a beaucoup d'humour, entre l'été et l'automne. Ça nous laisse assez du temps, mais c'est vraiment ciblé. Non, je crois qu'on ne peut pas se permettre. Il peut changer d'avis, c'est-à-dire ne pas y aller ? Je le souhaite, franchement je le souhaite. Parce qu'aller aux élections dans un contexte comme cela serait prendre le risque d'avoir un 21 avril à l'envers. Et ça, je crois que ça serait ce qui pourrait y avoir de pire. Il peut empêcher effectivement Nicolas Sarkozy de passer, mais il peut aussi l'aider au deuxième tour. À condition que Nicolas Sarkozy... Oui, mais c'est un pari, reconnaissez que c'est un pari quand même risqué. Là, on joue avec le feu. Oui. Et le fait qu'aujourd'hui, on le voit, une forme de division à droite, Christine Boutin qui se présente elle aussi, est-ce que c'est une de logique. Plus, Villepin, pareil, qui se tâte Oui, bon, on est en période de préélection, donc c'est normal que les gens se déclarent. La question, c'est de savoir s'ils vont jusqu'au bout. Alors, il y a le problème des signatures, il y a aussi le problème qu'il faut prendre conscience, quelquefois, qu'on ne peut pas se permettre non plus d'avoir une multiplicité de candidats à droite et à gauche. Mais est-ce que vous comprenez que ce soit... Bon, Christine Boutin, c'est autre chose, mais par exemple, sur Borloo, il y ait certains à droite et peut-être au centre qui se sentent plus à l'aise dans une droite, on va dire,
qu'on peut dire entre guillemets plus humaniste, plus sociale, que la droite peut-être dure que vous incarnez peut-être aujourd'hui? Non, je ne suis pas la droite populaire. J'appartiens à un courant qui s'appelle la droite libérale. J'ai toujours été un libéral. Ça ne m'empêche pas d'avoir des attitudes qui sont des attitudes de fermeté, car il y a aussi des gens fermes à gauche. Mais je trouve tout à fait normal, effectivement, que dans l'UMP, il y ait des gens qui se reconnaissent davantage du côté de Borloo ou de Bayrou, parce que moi, je n'ai jamais compris que Bayrou soit en dehors de ce circuit. Mais bien sûr, c'est évident, l'UMP est un parti qui doit rassembler... Comment va l'UMP aujourd'hui, d'après vous? Le moral des troupes à l'Assemblée? Le moral est meilleur qu'il y a un mois, mais je peux vous assurer quand même que c'est très difficile. Les sondages ne sont pas bons. On voit bien sur le terrain qu'il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'il doit faire pour rebondir, Nicolas Sarkozy? On voit qu'il choisit un peu le silence aujourd'hui, la modération. Je crois que c'est bien, c'est bien. Je crois qu'il faut attendre un petit peu de voir les résultats. Je crois qu'il a davantage pris un profil présidentiel classique. Il a tenté, mais on voit bien qu'en France, ça ne marche pas. Un profil à l'américaine, de celui qui est tout le temps là, comme Obama. Mais les Français ne sont pas les Américains. Il y a un côté dans le président de la République qui est un côté très monarchien, qui est un côté de celui qui ne parle pas toujours, mais qui sait. Est-ce qu'il a désacralisé ça, cette monarchie républicaine? Il a tenté sûrement de la désacraliser. C'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, c'était difficile et la conjoncture internationale ne lui a pas permis de la désacraliser parce qu'immédiatement les Français se sont retrouvés confrontés à une crise et dans cette crise, ils veulent en réalité avoir quelqu'un qui sait. Vous savez, les Français adoraient les énigmes Mitterrand qui ne savaient pas toujours les choses mais qui en tout cas admirablement arrivaient à faire croire qu'ils les savaient. Ou le silence de Chirac qui lui non plus n'était pas forcément... Oui, le secret. Dont on disait qu'il avait la maladie du secret. Oui, mais Nicolas Sarkozy dans des situations tendues, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Plutôt que de se mettre devant où il n'y a que des coups à prendre. Et il a pris quand même beaucoup de coups, c'est ce qui explique les sondages. Alors l'UMP donne des coups aussi, on l'a vu avec les primaires socialistes qui, selon Claude Guéant, posent un problème grave car elles reviendront à publier une liste des opinions politiques des Français. Selon qu'ils y prendront part ou non, ça c'est la déclaration de Claude Guéant. Est-ce que vous... Écoutez, c'est très simple à comprendre. Êtes sur la même ligne? On donne la liste électorale à une commune dont le maire est socialiste. Bon, il a du personnel. Bien sûr, la plupart des maires socialistes ne sont pas comme ça. Mais enfin, de temps en temps, quand même, voir la lettre de héros, on se pose des questions. Les employés municipaux viennent-ils voter ou non? Est-ce qu'il est normal que le maire socialiste qui dirige une commune voit qu'il y a des employés qui ne sont pas votés et le sache? Bien sûr, il sera au-dessus de ça. Est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux? Non, c'est pas tiré. C'est une tente. Vous savez, dans la démocratie, il faut éviter les tentations. Et le mieux, ça serait d'avoir des huissiers qui contrôlent tout ça et qui brûlent les papiers après. Merci en tout cas Claude Goasguen d'avoir répondu donc sur la polémique sur la binationalité, vous êtes expliqué. On se retrouve dans quelques instants pour une autre édition de Politique, cette fois avec Philippe Tesson et Jean-Marie Roire. A tout de suite, merci.